c'est que j'ai naturellement toujours été attiré par le métier des armes de manière générale, peu importe le contexte, de me tenir prêt à commettre la violence pour protéger ceux qui méritent de l'être. Et je t'explique. Et je ne veux pas me faire découper en rondelles. Et je crois savoir aussi que certains appareils de vision nocturne sont payés par les opérateurs eux-mêmes qui les mettent à disposition. Quelqu'un qui ne supporte pas la mission, qu'il faut débarquer immédiatement. Maillon chaîne très bien coulé, on brûle tout. Je suis Victor, le mercenaire sympa sur YouTube et TikTok notamment. J'ai été dans l'armée française, dans un régiment d'infanterie pendant quelques temps, au sein duquel j'ai acquis la spécialité de tireur puis chef de pièce Milan, aussi appelé tireur anti-char moyenne portée. L'expérience la plus marquante que j'ai pu retirer de tout ça, c'est vraiment le niveau d'intensité que l'on mettait dans les différentes activités, quelles qu'elles soient là. Mais vraiment ce niveau d'intensité que je n'ai pas retrouvé dans le secteur civil et où en fait tout était transcendant quelque part. Tout avait une raison d'être. Pour imaginer la chose, je me voyais comme un chevalier au final. Je veux dire, il s'agissait vraiment de me tenir prêt à commettre la violence pour protéger ceux qui méritent de l'être. Et c'est ça qui me faisait vibrer, quoi qu'on fasse. Et vraiment ce niveau d'intensité à tous les niveaux, où tout était vrai, tout était clair. Il n'y avait pas ce sentiment que l'on retrouve parfois dans le civil, cette espèce de vision où tout a l'air plat, linéaire, monotone et somme toute très médiocre. Alors je n'ai pas décidé tout de suite de passer du statut de militaire à celui de contractant, donc dans la sûreté privée. Les événements de la vie ont fait que je n'ai pas forcément choisi ça tout de suite pour des raisons qui me concernent. Mais lorsque je me suis intéressé à la chose, il y a 2 points. Le premier, j'ai naturellement toujours été attiré par le métier des armes de manière générale, peu importe le contexte. Et surtout, le fait de basculer dans le privé, c'était, je pense, pour moi et en fonction de mon profil psychologique, quelque chose qui m'aurait plus correspondu. À un moment donné, j'en ai eu assez de l'armée au sens vraiment institutionnel. Je me suis en allé, sauf que derrière, étant un peu perdu, ne sachant pas trop où aller, vraiment avec cette espèce de blocage où j'en avais vraiment assez, j'ai pas mal cumulé de petits jobs alimentaires, quels qu'ils soient. J'étais serveur dans la restauration à Paris, j'ai travaillé dans le bâtiment, maçon, charpentier. Sauf que derrière, et je n'en avais pas encore conscience à l'époque, tout me rappelait toujours à ça, à savoir le métier des armes. Je commençais à avoir conscience que j'étais en train de devenir, comme la plupart des gens, à savoir un fantôme fonctionnel, mais qui est complètement déraciné de sa vocation profonde, raison pour laquelle, en ce moment, je jongle entre des contrats de sûreté privée en France et la protection des navires en zone de piraterie. Ce qui m'a toujours attiré par rapport au fait de basculer dans le privé, c'est plus ce côté, j'oserais dire, romantique. Il y a beaucoup moins de règles strictes et établies, de vérité établie tout simplement. Aussi, ce qui m'a attiré, c'est ce côté où on peut bénéficier d'une grande autonomie et en prenant ses propres responsabilités. C'est-à-dire que tout ce que je fais sera de ma faute, que j'ai tort ou raison. Il y a ce côté un petit peu responsabilité absolue qu'il n'y avait pas forcément, je pense, dans l'armée française, dans l'armée de manière générale. Les gens ont tendance à être tenus par la main, par toute l'administration et la logistique, et manquent, je pense, d'autonomie. Alors, ça peut correspondre à certaines personnes, mais moi je me retrouve plus dans ce côté où je suis responsable de tout ce que je fais, et où je bénéficie d'une beaucoup plus grande marge de manœuvre et d'initiative. D'où mon projet derrière d'accompagnement pour la reconversion des anciens militaires et policiers notamment, qui ont toujours, pour la plupart en tout cas, j'ai observé cette récurrence, ce sentiment d'amertume, où ils ont tous ce côté nostalgique, à savoir c'était mieux avant. Raison pour laquelle ils ont vraiment ce côté nostalgique qui d'ailleurs peut paraître très insupportable à vivre au jour le jour. Et c'est derrière que j'ai eu cette idée de attends, s'ils ont tous ce problème, c'est qu'il y a un problème de fond qui n'a pas été réglé. Comment je peux pallier ce problème? Alors, est-ce que le métier de contractant a beaucoup évolué? Il a évolué en partie, je pense, oui, notamment du point de vue du cadre légal français. C'est-à-dire que pour tout ce qui se faisait déjà à l'international et qui embauchait des Français, alors là, je vais parler plus spécifiquement de ma partie, donc la protection des navires. Le cadre légal français s'en est mêlé, et maintenant tout est beaucoup plus codifié, réglementé, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de zones d'ombre sur la légalité des opérations. La sûreté privée a de beaux jours devant elle. De plus en plus, elle est employée, que ce soit par la France ou à l'international, pour 2 raisons, je pense. La première, c'est que les entités régaliennes, notamment les armées, n'ont pas forcément toujours le loisir ni les moyens d'être partout à la fois. Et de deux, pour certaines choses, certaines missions, certaines opérations, si jamais ça devait mal tourner, c'est beaucoup moins gênant, je pense, pour un gouvernement de dire ce sont des privés qui ont agi plutôt que de dire c'est l'armée française. C'est un exemple et c'est ma vision.
Alors la mission qui m'a le plus marqué, c'est la toute première. Alors déjà parce que c'est la première, donc je découvrais tout, mais c'est surtout parce que je suis tombé sur une équipe digne de films d'action, j'oserais dire à la Expandable. C'est-à-dire que je suis tombé avec un chef d'équipe hongrois et un autre collègue, on est trois par équipe, ukrainien. Donc avec tout le romantisme qu'il y a avec l'accent qui parle, leur façon de penser, leur façon d'agir, leur environnement religieux, sociétal, qui font qu'ils apportent une vision qu'on n'a pas l'habitude de voir en tant que Français, et qui est forcément très intéressante. Mais ça devait être au bout de 3 jours, lorsque on a effectué les tirs de bon fonctionnement, pour vérifier que l'armement fonctionnait bien donc. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que l'équipage du bateau sur lequel on se trouve a toujours un emploi du temps assez chargé, et c'est toujours compliqué de négocier un créneau pendant lequel on pourra tirer librement sans gêner le bon déroulement du boulot de l'équipage. Donc déjà, quand on a l'autorisation de faire ça, parfois ça tombe au dernier moment et on a 5 minutes pour y aller. On peut rarement prévoir à l'avance, enfin, c'est souvent compliqué. Ça dépend du capitaine, du chef mécanicien, de plein de choses. Et ce jour-là, alors qu'on n'avait pas du tout l'intention de faire ça à la base, la consigne tombe. Allez les gars, on s'équipe, on sort le matos, c'est maintenant, on a un créneau d'un quart d'heure. Alors, ok, donc tout le monde se presse, c'est génial. Mon chef d'équipe est en train de faire sa séance de sport torse nu sur son tapis de sol au milieu du pont. Mon collègue ukrainien, lui, était de quart, donc était déjà en tenue. Et moi, j'étais en train de faire la sieste. On sort le matos, faut imaginer les mini-shorts de sport là, qui vous moulent la bite. Faut imaginer l'ambiance. Mon chef d'équipe sort la R10, on prend tous nos AR15. Et là, c'est parti. On effectue la séance, tout se passe très bien, on se fait un petit scénario avec les ordres de mon chef d'équipe qui vont bien, et avec son accent hongrois qui est à mourir de rire, donc forcément j'avais du mal à me concentrer sur ce qu'il me disait de faire. Et à l'issue de quoi, lorsqu'on a arrêté le tir, et c'est là que ça m'a fait rêver, c'est là que je me suis dit, bon ça y est, ma vie est un film, c'est génial. Il relève la R10 comme ça, faut l'imaginer dans sa position comme ça, sa petite barbe, ses yeux bleus, il a 45 ans, le mec sec, on dirait qu'il est chargé comme un dingue alors qu'il est naturel. C'est pas le six-pack qu'il a, c'est le 8-pack, il en a jusqu'en bas quoi. Bon, bref, c'était génial, quoi. Il y avait, tout était testo, il y avait des veines sur les biceps, enfin, il y avait tout, quoi. Il me dit, par rapport au cadre légal d'intervention et à nos consignes respectives, en cas de ce qu'on appelle les règles d'engagement. Il relève la R10, encore fumant. Là, je capte bien ces trucs-là, je vois la fumée. Bon, bref, génial. Et là, j'ouvre les yeux, j'avais l'air d'être un petit enfant qui vit un truc qui n'arrive jamais normalement dans la vraie vie. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, je vais vous le faire avec l'accent. Eh, je t'explique. Et je ne veux pas me faire découper en rondelles par enculé des acquises. Si jamais il y a problème, on efface tout jusqu'à dernière trace. Rafale d'encoque très bien fonctionné, maillon chaîne très bien coulé, on brûle tout. Et c'est à ce moment-là que je voyais le bateau qui tapait sur les flots pendant qu'il me disait ça, le coucher de soleil. Et j'ai encore l'image où je me disais, si le temps devait s'arrêter, ça serait maintenant. Enfin, on fait un focus, un arrêt sur image, là c'est bon, là, c'est la consécration, quoi. Voilà ce qui m'a le plus marqué. La durée d'émission, tout dépend sur quel bateau et pour quelle entreprise vous travaillez. Tout dépend surtout de quel bateau. Je connais surtout les bateaux de pêche. Vu les compagnies pour lesquelles on est employé, donc en sous-traitance, les missions sont soit de 2 mois et demi, soit d'environ 2 mois, un peu moins de 2 mois. C'est assez variable, mais en général, c'est 2 mois et demi. Pour les transits ou les transits courts, donc les bateaux qui transportent des marchandises d'un point A à un point B, c'est très variable en fonction de leur voyage et de leur port d'attache et de leur destination. Ça peut être une semaine, ça peut être 3 mois, ça dépend. Par rapport à l'argent, ça dépendra et des entreprises, de votre place dans l'équipe et d'autres paramètres internes. C'est-à-dire que si je donne un exemple, l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé jusqu'à présent, les salaires de base sont les suivants. Ça va être 3 000 € pour l'opérateur, 4 000 pour le chef d'équipe. Ce sont des fourchettes, hein, c'est en gros, hein, on n'est pas à 100 € près. En fonction des entreprises, ça peut être 1000 ou 1500 de plus. C'est rarement inscrit de manière définitive dans le temps, ça peut changer tout le temps. Mais surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est que ça peut aussi dépendre du caractère d'urgence de la demande. Vous donnez vos disponibilités à l'entreprise sur l'année. Si l'entreprise vous contacte quand même en dehors de vos disponibilités, c'est souvent qu'il y a un caractère d'urgence. Un mec à remplacer, un malade, quelqu'un qui ne supporte pas la mission, qu'il faut débarquer immédiatement. Vous recevez un mail, j'oserais dire la veille pour le lendemain, pas tout à fait, mais en général vous avez des délais très très courts pour vous préparer. Le plus court que j'ai vu, c'est 4 jours. Et c'est dans ce genre de cas que vous pouvez négocier les tarifs à la hausse. Par exemple, lors de ma dernière mission, j'étais censé prendre 3000, j'ai pris 3006 par mois. Et d'autres collègues, c'est pareil. Aussi, il y a quelque chose dont il faut se méfier dans le métier, et que par exemple, sur certains groupes WhatsApp de contracteurs, etc., vous allez voir passer des annonces particulièrement alléchantes. On sort du domaine maritime, hein, ça peut être tout, ça peut être
terrestre, protection rapprochée, de convoi, ce que vous voulez, gardiennage de sites sensibles, peu importe. Mais quand vous voyez passer des annonces beaucoup trop alléchantes, du genre 30 000 € la semaine, on n'est jamais à l'abri d'un miracle, ce qu'il ressort de ce genre de choses, et ça je le tiens aussi de gens qui ont postulé auprès de ces annonces et qui sont allés voir sur place, il y a souvent une couille, à savoir, la principale c'est qu'en général vous n'aurez pas le temps de les encaisser, parce que c'est beaucoup trop dangereux, ou alors, il y a aussi autre chose, c'est qu'au niveau de la légalité de certaines opérations dans les pays dans lesquels vous allez débarquer, il y a un gros flou auquel vous n'allez pas avoir accès. Donc vous n'êtes pas à l'abri qu'une fois sur place, en fait il y a des papiers qui n'ont pas été faits, et allez savoir pour quelle raison, vous vous retrouvez illégal sur le territoire, et vous finissez dans les geôles locales, sans savoir pourquoi ni comment, et là vous êtes bien niqué. D'autant plus que si vous ne vous renseignez pas non plus sur la raison réelle pour laquelle l'annonce a été postée, vous risquez tout simplement d'être débriefé par les services de renseignement français au retour en France, si jamais vous parvenez à rentrer. Car certaines annonces ne disent pas réellement ce qu'elles attendent. Encore pareil, ça je veux dire, je ne suis pas allé sur place pour le voir, tout ce que je dis, je tiens de collègues qui eux ont vérifié ça. Ce qui m'a attiré dans ce métier, principalement le goût pour l'aventure et surtout pour une aventure dont on ne maîtrise pas tout, qui n'a pas l'air aussi cadrée que celle qu'on aurait pu vivre dans une armée étatique. Après, pourquoi les bateaux spécifiquement? Pour deux raisons. La première, l'air du large, j'oserais dire, m'a toujours attiré. Je voulais savoir ce que c'était que de se retrouver au milieu de nulle part pour seule capacité de survie, tout ce qu'on est capable de faire ou pas. En fait, c'est le côté sélection naturelle et responsabilité absolue qui m'a attiré pour ce genre d'aventure. Et la deuxième raison, beaucoup plus pragmatique, c'était un bon moyen de mettre un pied dans le milieu contractor. Travailler dans la protection des navires, c'est relativement assez facile d'accès. Et si vous donnez satisfaction, il y a moyen de bosser assez souvent. En ce qui concerne l'équipement, il y a deux choses à comprendre. Un, on est dans le milieu privé, donc on est beaucoup plus libre que dans une armée étatique. Donc, maintenant, le matériel de base est fourni. C'est-à-dire que l'armement est payé par la boîte avec les munitions, certains accessoires, etc. Mais pas tout. Les porte-plaques, donc les protections balistiques, sont aussi fournies. En général, on va retrouver un téléphone satellite, qui est plus ou moins fonctionnel, mais de base, c'est prévu, en fonction de l'appareillage pour la vision nocturne, qui va vraiment varier d'un bateau à l'autre. Parce que j'imagine que ça dépend aussi des budgets de la boîte, et je crois savoir aussi que certains appareils de vision nocturne sont payés par les opérateurs eux-mêmes qui les mettent à disposition des futures équipes. Maintenant, on est assez libre sur le matériel personnel, tant que ça ne peut pas créer de confusion avec quelque chose d'étatique. D'autant plus que d'un point de vue professionnalisme et cohérence, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt dans le milieu maritime. Mais encore une fois, chacun voit midi à sa porte. Certains sont minimalistes et comptent sur l'équipement fourni par l'entreprise, qui selon moi vaut ce qu'il vaut et n'est pas adapté. Je parle notamment des porte-plaques. L'armement va très bien. De toute façon, on n'aurait pas le choix. Par rapport à l'équipement perso, j'aime avoir le mien parce que je le connais par cœur, qu'il est adapté à moi. Il n'y a que moi qui transpire dedans et pas les 25 000 autres mecs qui sont passés avant moi. Il n'est pas collant et plein de sel. Et puis aussi, oui, j'ai un goût assez prononcé pour les détails de l'équipement. Donc j'aime bien qu'il soit configuré exactement comme j'ai envie. Et puis surtout, c'est un peu comme du temps où les chevaliers se payaient leur propre armure. Au moins, ils savaient que c'était la leur et que s'ils la déchiraient, s'ils l'abîmaient, ils n'avaient pas de compte à rendre à l'entreprise qui leur avait fourni. J'ai mon matos, je me débrouille avec. Comme tous les projets qui allaient dans ce sens que j'ai depuis toujours, certains membres de ma famille le comprennent et le soutiennent, et d'autres me mettent en garde. Par me mettre en garde, il faut bien comprendre, il y a deux choses. Il y a ceux qui sont réellement bienveillants et veulent que je fasse attention parce que ça pourrait être dangereux, etc. Ce que je peux comprendre, je le conçois tout à fait, c'est parfaitement louable de leur part. Mais tu as ceux aussi qui, parce qu'ils fonctionnent différemment, du point de vue de leur vocation profonde et de leur profil psychologique, ne vont pas comprendre qu'on puisse aimer se mettre dans l'inconfort et avoir une appétence pour une certaine forme de risque, alors que ces derniers vont viser la routine, la vie sécurisée, tranquille, monotone, on fait pas de vagues, on prend pas de risques, etc. J'ai donc écrit 2 livres à l'issue de 2 différentes missions que j'ai voulu transmettre notamment ma vision du métier et plus largement ma vision du monde. Je traite surtout des différents types de personnalités que l'on peut être amené à côtoyer tout au long de ce genre de mission, dans le milieu des contractors, notamment maritimes. Ce milieu attire des tas de profils divers et variés, des tas de nationalités, donc chacune avec tout leur bagage socio-culturel, religieux, etc. Ce qui donne lieu à des échanges très intéressants, très fleuris aussi, et très intenses. L'accomplissement de mon devoir sera rapide et violent lorsqu'il le faudra, mais restera toujours guidé par l'idéal même que je sers et que je défends.
Des hommes courageux ont combattu et ont trouvé la mort en portant cette fière tradition et cette réputation redoutée que je dois perpétuer. Même dans les pires conditions, l'héritage de mes anciens raffermit mes résolutions et guide silencieusement chacune de mes actions. Je n'échouerai pas. Vous pourrez les trouver sur le site bonsaï.pro et c'est là que je les mets à disposition au format numérique notamment. Et pour la version papier, n'hésitez pas à prendre contact directement avec moi dans les commentaires. Alors j'ai décidé de me lancer dans ce projet d'accompagnement pour la reconversion des anciens militaires et forces de l'ordre notamment, pour deux raisons. La première, la récurrence dont je parlais, que les gens sont nostalgiques d'une vie révolue, mais aussi que de mon propre côté, j'ai expérimenté ça. Donc à titre personnel, je me suis dit, bon, il y a une question de fond qui n'a pas été réglée, comment est-ce que je peux pallier ça? Et en fait, je me suis rendu compte tout simplement que la plupart des gens, et moi y compris jusqu'à une certaine époque, ont cherché pour faire plaisir à l'entourage, pas être rejeté, à cadrer avec un moule qui n'était pas fait pour nous. D'avoir le moule de la bien-pensance, du CDI, de il faut avoir une vie correcte, il faut être raisonnable. Par raisonnable, comprendre être aigri, ne plus vivre l'intensité ni la transcendance. En fait, vivre sur un plan linéaire, monotone et routinier qui n'amène rien, je pense en tout cas, pour des profils tels qu'évoqués précédemment. Alors par rapport à mes exemples personnels, je me suis souvent demandé si j'étais vraiment fait pour tous les petits boulots que j'ai pu essayer, car à chaque fois que j'y étais, et parce que l'armée m'a toujours appris à m'adapter, j'arrivais à m'adapter techniquement, je donnais à peu près satisfaction durant un certain temps. C'est-à-dire que comme tout ce que je le faisais uniquement parce qu'il faut bien payer les factures. Derrière, quelque part, je me sentais décorporé, c'est-à-dire que mon corps faisait quelque chose, mais mon cerveau était continuellement ailleurs. J'avais vraiment ce sentiment de forcer contre ma nature profonde, de me forcer à faire quelque chose dont je n'étais pas convaincu à la base, dans lequel je ne croyais pas. Et parce que j'y croyais pas, je développais beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour donner satisfaction. Et plus je forçais dans le temps, plus je m'épuisais, ce qui au final amène ce que l'on connaît, à savoir on s'arrête, chasser le naturel, il revient au galop, donc soit on quitte le boulot, soit on finit par faire de la merde et donc à se faire virer. Je le ressentais par rapport aux collègues, où vraisemblablement je dégageais une intensité qu'ils n'étaient pas en mesure de comprendre ni d'accepter. Eux-mêmes sont des fantômes fonctionnels, je pense n'ont pas le niveau de conscience suffisant pour le comprendre, qu'ils puissent faire autre chose et que eux aussi ont une mission bien définie en fonction de leurs compétences profondes, leurs appétences naturelles, leur vocation et surtout leur profil psychologique, donc leur système de fonctionnement neuronal. Si je pouvais me permettre de donner un conseil à quelqu'un qui voudrait quitter les institutions dans lesquelles il se sentait particulièrement bien, ça serait deux choses. Et ce que je vais dire, c'est ma propre vision. Évidemment, faites-vous la vôtre. Selon ma vision, il y a deux choses. La première, essayez de monter en niveau de conscience, à savoir comprendre réellement qui vous êtes, ce que vous voulez vraiment. Et parce que vous voulez vraiment, c'est ce que vous voulez avec votre âme, avec votre cœur, pas avec votre cerveau. Pourquoi? Parce que votre cerveau étant forcément, littéralement, vérolé par tout un tas d'apports extérieurs qui viennent de l'éducation, de l'environnement social, etc., vouloir chercher, même sans s'en rendre compte, à correspondre à un moule qui n'est pas forcément fait pour vous, dans lequel vous n'allez pas vous sentir bien, mais dans lequel vous allez quand même essayer de forcer pour ne pas vous faire rejeter par le groupe, par la masse. Parce que l'être humain a peur du rejet, c'est bien logique, donc il va chercher parfois, souvent même, trop souvent, à faire ce que les autres veulent pour lui, et pas ce que lui veut pour lui-même. Donc ça c'est le premier point. Essayez de savoir ce que vous voulez vraiment, avec le cœur, sans jugement, sans a priori, et sans tenir compte de l'environnement et du contexte dans lequel vous vivez. Et la deuxième chose, si vous pensez que vous partez dans une bonne direction, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que ça me fait grandir? Est-ce que je me sens bien à l'idée de le faire, à l'idée d'aller dans cette direction, ou est-ce que j'ai l'impression de suivre une courbe descendante que je fais par défaut, que je suis par défaut? Vous êtes un ancien militaire, policier, gendarme, sur le point de se reconvertir ou déjà reconverti, vous voulez savoir exactement qui vous êtes, comment vous fonctionnez, quelles sont vos appétences naturelles, votre vocation profonde, entre autres, vous pouvez prendre contact avec moi directement sur mon site internet que vous trouverez dans la bio de mon profil TikTok. Maintenant, si c'était à refaire depuis le début, je pense que j'aurais effectué les mêmes choix, mais avec la connaissance de certaines choses que j'ai maintenant et qu'on a évoquées dans la vidéo, je pense que j'aurais initié un mouvement d'accélération. C'est-à-dire que j'aurais perdu beaucoup moins de temps et j'aurais tout fait beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus compressée dans le temps. Ce qui forcément m'aurait amené à l'heure actuelle à être peut-être un peu plus loin et un peu plus haut dans ce que je cherche à atteindre. Si vous vous sentez perdu et incompris dans votre vie professionnelle, sachez que vous trouverez en moi
une main tendue qui va vous accompagner dans votre reconstruction et ainsi vous obtiendrez la vie que vous méritez. Vous retrouverez mes différents contacts dans la description de cette vidéo. Alors qu'il suffit de faire 5 mètres pour accéder aux packs de flotte qui sont dans la réserve. Qu'est-ce qui te dit que à un moment donné, en montant dans le nid de pie, je ne vais pas avoir envie de me gratter une couille parce que mon slip a pris le sel? Une chose à savoir, c'est-à-dire que c'est mon ceinturon de travail pour les missions maritimes. Donc l'idée la plus débile que j'ai entendue sur les mercenaires, bourrer dans une plaie avec les doigts, ça vous avez une tolérance là-dessus. Il n'y a aucun problème à assurer des prestations à titre privé